L'invité de la rédaction, Valérie Vial. Le samedi 10 mai s'est déroulée la première journée de soutien aux victimes de vaccins Covid de France et d'ailleurs. À Strasbourg, c'est l'association On a eu notre dose qui a organisé le mouvement. Et pour nous parler de l'association, nous recevons Cynthia Thévenot, la présidente de Notre Dose, et Julia Walter, porte-parole de l'association et victime d'une péricardite récidivante en lien avec le vaccin contre le Covid. Alors, est-ce qu'on peut... Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors, est-ce qu'on peut commencer à parler de cette association ? À quel moment elle est née ? Est-ce que vous avez été touchés, vous, de près ou de loin, par des effets secondaires du vaccin ? Alors, voilà, pour vous parler de l'association, donc, on a eu Notre Dose, qui est une association d'Alsace-Moselle, loi 1908, créée il y a à peu près, donc un peu plus d'1 an maintenant. Et donc, voilà, vous posez la question de savoir pour quelles raisons cette association est née. Donc, c'est-à-dire qu'on est 7 membres fondateurs et parmi ces membres, nous sommes un certain nombre avoir été en fait contre à l'époque les mesures contraignantes et liberticides qui incitaient très fortement, voire obligeaient en fait à la prise de ce nouveau médicament, enfin de ce vaccin entre guillemets. Voilà, nous étions voilà, certains en tout cas contre les passes et les obligations qui ont pu s'exercer, notamment auprès des professionnels de santé. Et il y a d'ailleurs au sein de ces 7 membres 2 professionnels de santé qui ont été suspendus. Donc voilà, touchés par les mesures. Et puis au fur et à mesure, voilà, on a rencontré assez rapidement, avant d'être constitué encore en association, donc on a été vraiment actifs depuis 2021. On a rencontré Julia Walter, qui est aujourd'hui porte-parole de l'association et qui aura l'occasion de parler de sa situation. Donc on a rencontré des victimes et puis d'autres victimes aussi en France. Donc on a vraiment, nous, organisé des actions dans l'espace public pour parler de ce sujet. Et puis, dès le moment où on a rencontré vraiment des personnes malades engagées dans des parcours médicaux, juridiques, dans des démarches administratives, on s'est dit, d'accord, nous, on va proposer un appui, on va être en support. Et on a décidé vraiment de rassembler, c'est comme ça qu'on le présente, toutes les victimes de la campagne vaccinale Covid, donc c'est-à-dire toutes les personnes qui ont subi un préjudice moral, économique ou corporel. Donc, qui intégrait à la fois les personnes non vaccinées qui ont pu être peut-être discriminées, qui ont pu perdre leur travail, qui ont été suspendues, les professionnels de santé et pas que, parce qu'au sein des lois, il y avait d'autres professions aussi qui ont pu avoir les obligations, notamment les gendarmes. Il y a plein d'autres professions et puis par le pass sanitaire également. Et puis, de rassembler aussi les personnes qui sont vaccinées et qui ont pu avoir aussi une forme d'obligation, qu'ils aient ou non des effets indésirables, mais le simple fait qu'on n'ait pas respecté le consentement, pour nous, ça nous pose question quand même dans une démocratie. Et puis, les personnes malades et les proches de personnes malades et décédées. Donc aujourd'hui, on représente, on a plus de 70 adhérents, au sein desquels on a 25 personnes malades depuis les injections, ou personnes proches de personnes malades ou décédées. Et le reste étant une quinzaine de professionnels de santé impactés, donc suspendus. Il y a des professionnels de santé aussi qui sont malades depuis. Et après, le reste, c'est des personnes qui sont citoyens, solidaires de cette cause qu'on essaie de défendre. Comme vous l'avez dit, qui est pas toujours, qui est un petit peu particulière, pas toujours évidente à appréhender. Nous, on est vraiment dans un esprit de réunion, de réparation. Vous menez des actions juridiques contre qui ? Le gouvernement, plutôt les laboratoires ? Alors, pour l'instant, au niveau de l'association, on n'a engagé encore aucune action juridique, mais on est en train de monter un partenariat, une collaboration avec une avocate dans les Vosges, Nancy Rizaché, qui était active notamment pour les suspendus, et qui, en fait, propose déjà des conseils juridiques gratuits. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de victimes qui sont en errance administrative, médicale, qui ont encore des difficultés à avoir des diagnostics, qui ont fait aussi les déclarations à la pharmacovigilance et qui n'ont peut-être pas encore les documents. Donc, c'est-à-dire que le temps juridique, il va commencer à se mettre en place, en fait, maintenant. Les actions juridiques commencent à être engagées au niveau national parce qu'il y a d'autres associations par des victimes qui sont déjà très avancées là-dessus. Donc, pour l'instant, c'est plutôt des démarches individuelles et nous, on propose d'accompagner. Maintenant, si demain, parce qu'il y a
plein d'autres associations et collectifs en France qui vont engager des procédures au niveau national et peu importe contre qui, nous, on pourra poser aussi le logo de notre association pour être en soutien et abonder à ces démarches juridiques-là. Parce qu'on a cet avantage en Alsace-Moselle, vu qu'on est loi de 1908, de ne pas devoir attendre un certain nombre d'années d'existence pour pouvoir être personnalité morale et engager des démarches. Donc, a priori, on pourrait être en mesure de le faire. Mais ça nous demande encore un petit temps de structuration, Cynthia, vous êtes vaccinée ? Alors non, je ne le suis pas. Comme on le disait, j'étais fonctionnaire à l'époque. Et puis, pour moi, le libre consentement, la liberté de choix, c'était vraiment quelque chose d'important. À l'époque, je ne pensais pas, En fait, je ne me sentais pas concernée. Parce que j'étais jeune, j'avais pas de soucis de santé. Pour moi, c'était pas forcément un lieu de faire ce vaccin-là. J'avais pas forcément d'avis sur les vaccins de manière générale. Et donc, effectivement, j'ai décidé de pas le faire. Et c'est en voyant toutes les réactions assez agressives, assez insistantes, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, ça va un peu trop loin, quoi. Et donc, c'est comme ça que je me suis mise en action et c'est comme ça que d'autres, au sein de l'association, s'étaient mis aussi en action. À la base, la liberté de choix et le libre consentement. Voilà. C'est quoi aujourd'hui l'image que vous renvoyez à un moment donné, les personnes qui ne voulaient pas se faire vacciner avaient l'image véhiculée, cette image de complotiste. Ça a été assez dur pour eux à un moment donné. Est-ce que ça, vous avez l'impression que c'est toujours le cas, ou vous avez réussi avec cet échange à communiquer, à donner une autre image et à faire entendre votre combat ? Eh bien, alors, pour le coup, on peut vraiment vous remercier parce que vous êtes la première radio et le premier média officiel à nous recevoir. Pour nous écouter. C'est depuis tout le temps où on est en action, on a toujours envoyé nos communiqués de presse à tous les médias, toutes les radios d'Alsace. Et pour le coup, vous êtes vraiment la première à nous donner la parole. Donc, un grand merci pour ça. Non, bien évidemment, c'est sûr que c'est un sujet qui est compliqué à aborder. Oui, les non-vaccinés ont eu à un moment donné une étiquette, que c'était très difficile, mais non, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on peut quand même beaucoup plus facilement parler et que aujourd'hui, c'est plus difficile aussi de nous donner des étiquettes puisqu'en fait, nous, le propre de l'association, c'est d'être vaccinés, non-vaccinés ensemble. Et on a aujourd'hui, des victimes qui témoignent, etc. Et on est ensemble. Donc on peut pas nous dire complotistes parce que oui, il y a des malades qui témoignent, qui sont engagés dans des vrais parcours, qui sont seuls. Et donc, on essaie petit à petit de libérer la parole. C'est le pourquoi on fait toujours à peu près une action dans l'espace public par mois. On se balade un petit peu en Alsace et en Moselle aussi. On a été en début d'année à Mulhouse, à Gérardmer, à et vous êtes entendu, vous rencontrez du public qui adhère, qui entend et qui justement ne reste pas sur ces préjugés que peut avoir ces groupes qui ne voulaient pas se faire vacciner ou se faire entendre. On en a reçu plusieurs, justement des personnes, des personnels soignants, même pas des personnels soignants, des personnels éducatifs en maison de retraite qui ne pouvaient plus intervenir, qui ont perdu leur gagne-pain parce qu'en plus n'avaient pas derrière d'indemnité. Vous arrivez, vous, à entrer en communication avec des personnes, justement, et leur faire entendre qu'aujourd'hui, vous avez un combat légitime ? Petit à petit, ça fait son chemin. Les gens sont quand même plus ouverts, plus à l'écoute. On le voit, il y a vraiment des discussions qui s'engagent. Il y a même des personnes qui sont malades et quand ils voient, parce qu'on a aussi le support des portraits, on a des portraits de victimes, en fait, dans toute la France, parce qu'il y a donc Dominique Bodino qui a perdu sa fille à 46 ans, qui s'est engagé à faire ça, en fait, à éditer des portraits de victimes. Et donc, on a aussi tous ces portraits. Et donc, il y a même des patients qui regardent les portraits. Et puis, on a eu le cas de personnes qui disent « moi, j'ai ça aussi depuis. Mais alors, du coup, ça peut être lié. » Il y a des discussions, en fait, quand même incroyables qui peuvent se passer en spontané. On a, par exemple, une maman qui... en fait, son mari était présent, passait vraiment par hasard. Et tout de suite, il a contacté sa femme en disant « Mais faut absolument que tu sors du travail et que tu viennes les rencontrer. » Parce qu'elle, par contre, elle a perdu, en fait, son enfant. Elle a fait les injections pendant la grossesse et elle a perdu son bébé dans la foulée. Elle est strasbourgeoise, elle est engagée dans une démarche déjà juridique. Elle a un avocat et donc de façon complètement parallèle, elle ne savait pas que notre association existait. Donc il y a plein de petites choses comme ça en spontané qui parlent. C'est sûr qu'aujourd'hui, en fait, si on n'existait pas dans l'espace public et sur les réseaux sociaux, on ne nous verrait pas du tout et c'est encore très compliqué de se faire connaître
voilà, au-delà de ces champs, parce on tourne en vase clos, mais quand on est dans l'espace public, voilà, on ouvre vraiment beaucoup plus de champs de discussion et la parole se libère. Julia Walter, vous êtes porte-parole de l'association On a une note dose. Vous souffrez d'une péricardite récidivante. Comment est-ce que vous avez fait le lien entre la vaccination et le début de votre maladie ? Alors bonjour et merci de nous recevoir aujourd'hui. Alors effectivement, oui, j'ai 38 ans. Du coup, on a réussi à faire le lien parce que suite à la deuxième injection, après l'injection, j'ai ressenti pas mal d'effets au niveau de mon bras, de ma tête, d'une explosion très douloureuse. Et le lendemain matin, j'étais incapable d'aller travailler. Donc je suis allée voir mon médecin traitant qui m'a fait faire une prise de sang. Et en fait, ça a révélé que j'avais mes dédimères à 1700. Donc elle pensait que je faisais une embolie pulmonaire et puis en fait elle m'a envoyée aux urgences tout de suite, elle m'a dit d'arrêter tout ce que vous faites. Donc ils m'ont refait des examens là-bas sur place et en fait on va découvrir à ce moment-là que c'est pas une embolie mais une péricardite aiguë. Donc je vais être vue par un cardiologue qui va me demander de faire une écho du cœur, qui va me demander de filmer l'écho du cœur qu'il va me faire. Et du coup, voilà. Donc je vais le revoir après par la suite. Et en fait, ça va être attesté par le cardiologue des urgences d'Haguenau que j'ai une péricardite post-vaccinale. Donc vous avez réussi à faire le lien direct entre les deux. Et aujourd'hui, vous avez une attestation, vous avez une preuve de ce lien entre les deux. Et par qui c'est entendu aujourd'hui quand vous voulez justement vous exprimer en ce sens? Alors il y a l'association qui vous porte, mais vous, avec ce papier, maintenant, vous pouvez en faire quoi concrètement? Alors en fait, en 2022, j'ai lancé une expertise médicale au niveau du tribunal judiciaire de Paris avec mon avocat Emmanuel Ludo. Et du coup, ça fait 3 ans que je suis en procédure. J'ai passé une expertise médicale à Paris avec des experts médicaux. Et là, au jour d'aujourd'hui, c'est en délibéré. Donc on attend la suite de voir... Qu'est-ce que vous espérez concrètement? Une reconnaissance. Une aide médicale, parce qu'en fait, on a joué le jeu malheureusement. Et aujourd'hui, moi, je suis handicapée à 80%. J'ai une aide à la maison, une auxiliaire de vie. Je me déplace en béquille pour des petits trajets, sinon c'est le fauteuil roulant. Donc, en fait, au jour d'aujourd'hui, toutes mes pathologies, parce que j'ai pas que la péricardite, j'ai une encéphalomyélite myalgique, j'ai une spondylarthrite ankylosante, donc c'est une inflammation des articulations du dos. J'ai le cerveau qui est atteint. J'ai un syndrome d'activation mastocytaire, j'ai des pertes de mémoire, des troubles cognitifs. Et c'est vrai que en fait, tout ça s'est déclaré au fur et à mesure. Et au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que c'est très compliqué. J'ai 2 enfants à la maison, de 11 et 13 ans. Et en fait, toute la famille, tout l'entourage familial en pâtit parce que j'ai besoin d'aide, il y a des choses que je ne peux plus faire. Et c'est difficile aussi de se dire qu'aujourd'hui, on est handicapé, qu'on n'a rien demandé. Et il faut que quelqu'un, à un moment donné, soit là et assume en fait tout ça. Parce que moi, j'ai pas demandé à être malade et handicapée et j'ai besoin d'aide. Et voilà, j'ai dû changer de voiture. Tout ça, c'est un coût. Enfin, c'est vrai que c'est pas évident. Et même la perte de salaire derrière aussi. Parce que j'étais assistante maternelle, je ne peux plus exercer aujourd'hui. C'était ma passion. Donc, j'ai dû faire un gros travail au niveau du deuil de ma vie d'avant, en fait. Donc, c'est pas évident, quoi. Et toutes ces pathologies, elles vont être amenées à évoluer. À un moment donné, vous risquez d'être encore plus invalidé, handicapé que vous l'êtes aujourd'hui pour votre vie future? Alors, en fait, au jour d'aujourd'hui, il faut savoir que j'ai très peu d'immunité. En plus, j'ai des traitements qui me causent des effets secondaires suite à la spondylarthrite. Donc, je perdais mes cheveux, j'avais des problèmes au niveau dermato. Et en fait, le truc, c'est que si maintenant, demain, je tombe malade, comme j'ai plus de système immunitaire, c'est très compliqué. En fait, ça va surenchérir tout ce que je peux avoir au quotidien, en fait. Donc, je vais au lieu de mettre, je sais pas, 5-6 jours à me remettre, moi, je vais en mettre des mois à me remettre. Donc, vous vivez aussi peut-être plus en vase clos, vous vous protégez oui. Et vous avez plus de vie sociale très riche. En fait, vous êtes obligé de rester beaucoup chez vous. Vos enfants, ils le prennent comment? Je sors du sujet, mais c'est très ça m'intéresse. C'est important. Disons que c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, je ne peux plus prévoir de sortie avec mes enfants au dernier moment. Tout doit être organisé. Elles le vivent pas forcément très bien parce que elles ont une maman qui est malade à la maison. Donc forcément, ce sont des enfants qui grandissent aussi un petit peu plus vite que les autres.
parce que maman a besoin d'aide, maman peut pas toujours se lever ou se déplacer, faire comme elle voudrait. Donc c'est vrai qu'au quotidien, c'est pas évident. Et puis dans mon handicap, mes enfants m'aident à me déshabiller le soir quand je suis plus capable de me déshabiller. Donc c'est ça devrait difficile pas être leur rôle à cet âge-là, évidemment. Bah non. Voilà. Donc même pour mon mari, je veux dire, qui est très présent, c'est vrai que et mes parents, je veux dire, c'est de l'inquiétude. Je fais des nombreux allers-retours aux urgences parce que comme la péricardite aujourd'hui est chronique, c'est des douleurs dans le cœur qui sont très invalidantes et on ne sait jamais si c'est grave ou pas. Donc il faut aller vérifier parce que je peux très bien avoir des gros soucis et puis aller en cardiologie, quoi. Donc, vous avez peur, là, au quotidien, de votre vie, de ce qui peut se passer, peur de l'avenir? Alors, je suis passée par des phases où vraiment j'ai eu peur de mourir. Parce que c'était des douleurs tellement invalidantes au niveau du cœur. C'est le moteur du corps, donc c'est pas évident. Mais j'ai moins peur aujourd'hui parce que le temps passe et que je me dis, bon, on va trouver une solution, on va essayer peut-être de nous soigner ou de soulager un peu tout ça. Donc je garde l'espoir. Mais je suis quelqu'un qui se bat dans la vie de tous les jours et je pense qu'aujourd'hui, j'en serais peut-être pas là non plus si je me battais pas autant. Et en fait, j'ai surtout envie d'être présente aussi pour toutes ces victimes qui souffrent et qui sont seules parce qu'il y a tellement d'errance médicale. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir tomber quand même sur des médecins qui m'ont écoutée, qui m'ont entendue et qui me soutiennent. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Et au jour d'aujourd'hui, je fais un travail énorme sur les réseaux sociaux pour pouvoir justement être présente, aider pour les dossiers MDPH aussi, parce que ça aussi, en fait, en tant que victime, on est victime, on n'a pas demandé à être malade, mais en fait, on doit se débrouiller pour tout, pour l'administration, pour le financier. Enfin, c'est énorme. Et un dossier MDPH, il faut savoir que voilà, il faut très très bien le monter pour pouvoir avoir le droit à quelque chose derrière, parce que c'est pas évident. Hein. Ça ne compense pas votre activité, vos revenus que vous aviez avant? Jamais. La AH, elle correspond à un peu plus de 1 000 euros. C'est même pas... C'est un petit peu... on va dire c'est un petit peu moins que la moitié de mon salaire d'avant. Donc, c'est compliqué au quotidien. Il faut tout revoir. Donc oui, l'avenir est incertain. En tout cas, ce que je sais, c'est que quoi qu'il arrive, je ne lâcherai pas. J'irai jusqu'au bout de mon combat juridique, de mon combat en tant que victime. Et il faut surtout que maintenant les choses, les choses sortent et les langues se délient parce que en fait, on est beaucoup trop à souffrir et beaucoup sont dans le silence et ça, c'est plus possible. Il faut que maintenant, en 2025, on puisse un petit peu avancer et aider toutes ces victimes qui en fait. Et l'idée, c'est que ces victimes, elles se reconnaissent, qu'elles se fassent connaître de votre association et que vous puissiez, parce que quand vous êtes nombreux, évidemment, ce sera aussi plus facile pour avoir des actions de médiatisation et des actions juridiques. Et parce que Julia est aussi membre, donc elle est porte-parole de notre association et aussi membre d'une autre association qui rassemble beaucoup de monde. Et donc je fais partie du conseil d'administration de AA Victimes dans l'Allier à Moulins et qui compte plus de 800 adhérents maintenant. On a 37 maladies de Charcot dans l'association. Donc vous voyez, C'est lié également à la vaccination? Oui, on a 2 cas qui sont reconnus par la pharmacovigilance et j'ai mon amie de 35 ans, Mélanie Mopa, qui est en train de mourir de Charcot. Et c'est très, très, très difficile quand on voit autant de vies détruites, de parents qui ont perdu leurs enfants. Vraiment, c'est très, très lourd. Et donc, du coup, cette association, pareil, elle se bat c'est pour la France entière, mais... Et voilà, on travaille main dans la main. Moi, je fais partie de ces 2 associations. Et c'est vrai qu'on se déplace, on fait des manifestations. Là, bientôt, on va aller à Padoue, à Venise. On a une manifestation des victimes internationales. Donc, il va y avoir plein de gens qui vont se déplacer là-bas du côté de Venise. On a été à Vienne l'année dernière en Autriche. Donc voilà, on essaye de... Tant que moi, mon état me permet un petit peu de me déplacer, même si je dois me déplacer en fauteuil, parce que là, j'irai en fauteuil à Venise, je ne pourrais pas tenir debout autant de temps. Mais voilà, tout est préparé, tout est fait pour que nous, on puisse se déplacer, avoir de l'aide sur place. Et puis voilà, on ne lâche pas et c'est mondial. C'est vraiment mondial parce qu'on a plein d'associations, que ce soit en Autriche, que ce soit à Venise, en Italie. Il y a plein d'associations et le but, c'est de travailler ensemble aussi, quoi. Merci en tous les cas à toutes les deux d'être passées nous voir. On vous souhaite évidemment, bonne chance. Il n'est pas question de chance évidemment, mais bon courage, beaucoup de force pour votre combat à venir et puis plein de gens qui vous soutiennent et qui soutiennent évidemment et votre cause et vos combats. Donc je rappelle, Cynthia Thévenot, vous êtes la présidente de l'association On a une note dose et Julia Walter,
Vous êtes, vous, la porte-parole de l'association et vous souffrez aujourd'hui d'une péricardite récidivante précisément. Et on vous souhaite évidemment le meilleur pour l'avenir et que vous alliez le mieux possible. Je ne sais pas évidemment comment je peux vous adresser ce message. Merci à toutes les deux. Merci à vous. Merci. L'invité de la rédaction, Valérie Vial.